Quel bonheur, sincèrement, de vous retrouver en ce vendredi matin sur Radio PO pour vous parler, comme chaque semaine ou presque, de notre fabuleux métier de professionnel de l'organisation. Aujourd'hui, c'est un jour spécial en plus puisque on s'apprête à animer, Barbara et moi, nos 2 webinaires annuels en live sur le métier, sur ses enjeux, sur son avenir et plus particulièrement sur la façon dont on peut devenir professionnel de l'organisation et notamment Home Organizer. Alors si ça vous intéresse, il est encore temps de vous y inscrire au moment où on publie cet épisode, donc ce vendredi matin, et vous trouverez les liens d'inscription dans la description justement de l'épisode. Sachez enfin, parce qu'on me pose très souvent la question, qu'un replay sera adressé à tous les inscrits. Voilà pour la petite parenthèse. Et on va rester pour ce 46e épisode dans le cœur du sujet de nos 2 webinaires, puisque j'avais envie de vous parler, de vous partager en tous les cas quelques conseils, 10 au total, pour vraiment réussir en tant qu'home organizer. C'est parti. Alors, premier conseil, travaillez votre vision de la réussite et travailler vos chiffres. Vous voulez réussir en tant qu'home organizer, et si vous nous écoutez, si vous écoutez Radio PO, c'est que vous êtes probablement home organizer déjà, ou en tous les cas professionnel de l'organisation, ou que vous songez à devenir home organizer. Mais ça veut dire quoi pour vous réussir en tant qu'home organizer? Est-ce que ça veut dire vivre à 100% de votre activité? Est-ce que ça veut dire percevoir les mêmes revenus que vous percevez aujourd'hui, mais en faisant ce que vous aimez? Est-ce que ça veut dire vous épanouir au quotidien dans ce métier et ressentir la joie de voir vos clients satisfaits, heureux d'évoluer après votre intervention dans un environnement allégé et simplifié? Est-ce que ça passe par le fait de vous sentir parfaitement à votre place, 100% aligné, dans un métier qui fait sens pour vous et pour lequel vous vous levez chaque matin avec un grand sourire et le cœur qui vibre? Est-ce que ça passe par une reconnaissance dans les médias et plusieurs articles de presse ou passages radio ou TV consacrés à votre activité? Alors évidemment, ça peut être tout ça à la fois, mais vous avez compris là où je veux vous emmener, c'est à vous et à vous seul, finalement, de déterminer votre vision de la réussite en tant qu'home organizer. Si on reprend l'exemple des revenus, c'est à vous, là aussi, de placer le curseur parce que atteindre tel niveau de revenu pourrait être considéré comme une réussite par une home organizer et un échec pour une autre. Tout dépend en réalité de votre niveau de vie actuel, de vos besoins financiers, des ressources dont vous disposez pour vous laisser le temps de développer votre entreprise, des autres revenus du foyer, de vos engagements financiers, comme un crédit maison, par exemple, à rembourser, etc., etc. Alors, on vous en avait déjà parlé dans l'épisode 34. Alors, l'épisode 34, pour mémoire, c'est faire le point sur ses besoins et ses objectifs financiers. Donc, je ne vais pas développer davantage ici, mais vous voyez en tout cas l'idée. Donc, important aussi, n'ayez pas peur des chiffres. Apprivoisez-les, regardez-les droit dans les yeux sans faire l'autruche et vous verrez que cela vous permettra de rendre votre rêve plus tangible, plus concret, plus réaliste aussi et plus fidèle finalement à la vision que vous vous faites même inconsciemment de votre réussite en tant qu'home organizer. Deuxième conseil, travaillez bien votre offre et la tarification de vos offres ou de votre offre. Vous pouvez en avoir une, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous voulez vraiment réussir en tant qu'home organizer, prenez le temps de bien construire votre offre et évidemment, ça va avec la tarification de votre offre. Qu'est-ce que vous vendez réellement à vos clients? Est-ce que vous vendez une prestation de service? Est-ce que vous vendez un accompagnement global? Est-ce que vous vendez une transformation?
Comment avez-vous envie, au fond de vous, quand je dis au fond de vous, c'est au fond de vos tripes, c'est dans vos tripes, d'accompagner vos clients? Qu'est-ce qui est important pour vous? Prenez le temps, donc avant même finalement d'étudier la concurrence, parce que c'est évidemment important de le faire aussi, mais avant même d'aller décortiquer votre concurrence, prenez le temps d'aller chercher d'abord les réponses à l'intérieur de vous. Ça doit être votre point de départ et ça, c'est hyper important. Le point de départ, c'est vous. Et ça doit partir absolument du cœur parce que c'est là que se loge votre intention profonde, ce qui vous anime, ce qui vous a poussé, par exemple, à vous former, à quitter le confort d'un poste salarié pour faire justement le grand saut dans l'entrepreneuriat et à tendre justement vers votre idéal de vie. Une fois que vous avez pris le temps d'approfondir vos motivations, vos intentions profondes, vous pourrez alors construire votre offre, idéalement donc une offre sur mesure qui vous correspond, qui ne ressemble qu'à vous et à la façon dont vous avez envie d'accompagner les autres. À vous donc de déterminer ce que vous mettez dans votre offre et à combien évidemment vous la tarifez. Mais ça va dépendre justement de la façon dont vous concevez votre métier. Si c'est justement pour vous, une prestation de service, il y a de fortes chances que vous vendiez, entre guillemets, votre intervention à un tarif horaire. Vous vendez 3 heures, vous vendez 6 heures ou 10 heures chez votre client. Si vous concevez votre offre comme un accompagnement, là déjà, ça change la donne. Un accompagnement, c'est ce qui se passe chez le client, mais c'est aussi ce qui se passe avant votre intervention, avant le terrain, mais aussi ce qui se passe entre 2 séances et même ce qui se passe aussi après l'intervention. Et puis, si ce que vous vendez est une transformation, alors votre intervention, elle n'a pas de prix. Ce n'est plus une prestation que vous vendez à votre client, mais c'est une expérience et c'est quelque chose qui va bien au-delà justement d'une prestation de service et qui change sa vie. Est-ce que justement vous saisissez la nuance? Troisième conseil, structurez votre pratique. Que vous vendiez une presta ou une transformation, dans tous les cas, structurez votre pratique, c'est le minimum que vous devez à vos clients. Travaillez un processus d'intervention qui correspond justement à la façon dont vous souhaitez pratiquer ou à la façon dont vous avez été formé, par exemple, et peaufinez-le jusqu'à ce que l'intervention soit la plus fluide et la plus naturelle possible pour votre client. Petit clin d'œil à nos stagiaires et certifiés qui écouteront cet épisode et qui sauront effectivement précisément de quoi je parle. Découpez votre processus d'intervention en étapes et peaufinez chacune de ces étapes pour que rien ne soit laissé au hasard. Vous le savez, le diable, on le dit souvent, le diable se cache dans les détails et ce sont souvent les plus petits détails, les plus petites attentions qui font la différence. C'est de cette manière aussi que vous pourrez sortir du lot et vous démarquer par votre professionnalisme, par votre exigence, votre souci du détail et que vous vous démarquerez justement de la concurrence. Quatrième conseil, ne craignez plus la concurrence. Donc, parlons-en de la concurrence. J'entends souvent des home organizers ou des futurs home organizers me dire ou nous dire, à Barbara et à moi, qu'elles craignent la concurrence. Elles se demandent, par exemple, si elles pourront se faire une place sur le marché, si elles sauront se démarquer. Comment elles pourront se démarquer? Ne pas dire ou redire ce qui a déjà été dit 1000 fois, et la même chose justement que les autres home organizers déjà en activité, etc., etc. C'est peut-être même d'ailleurs le cas pour vous justement au moment où vous écoutez cet épisode. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a de la place pour tout le monde et dans tous les secteurs d'activité, je dis bien dans tous les secteurs, il y a de la concurrence. C'est normal, ça fait partie en fait du jeu. La concurrence, en plus, ça a aussi du bon. Un marché en croissance, c'est un marché où la concurrence est forte. Ça prouve que le marché se développe, qu'il bouge, qu'il est vivant, et ça, c'est quand même plutôt bon signe. Vous habitez une ville dans laquelle plusieurs home organizers sont installés, et alors, votre positionnement est ou sera différent. Vous ne ciblerez peut-être pas les mêmes personnes, vous n'attirerez pas à vous les mêmes personnes, et puis tout simplement, elles, ce n'est pas vous.
en fait, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Il n'y a qu'un exemplaire de vous-même. Vous êtes unique. Assurez-vous que c'est par vous, justement, que vos clients idéaux aient envie d'être accompagnés. Et si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait celui-ci. N'attendez pas qu'on vous laisse une petite place, un petit bout du marché, les miettes. Prenez-la, prenez votre place sans demander l'autorisation à personne. Faites-vous vous-même votre place au soleil et assumez à 200%. Cinquième conseil, donc pour réussir, pour vraiment réussir en tant qu'homme organizer, rendez-vous visible et soignez vos outils de communication. Alors, vous le savez, hein, je n'invente rien. La communication, c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Difficile de passer à côté si vous souhaitez développer votre activité et réussir en tant qu'homme organizer. Je le dis souvent, les clients ne vont pas venir sonner à votre porte s'ils ne savent pas que vous existez. Alors, c'est du bon sens, mais notre expérience du métier et l'expérience que l'on a acquise aussi au sein de l'Académie des pros de l'organisation. Et pour mémoire, on a formé et accompagné le lancement de 366 aspirants home organizers, donc on connaît un petit peu le sujet. Et cette expérience-là nous a prouvé que c'était souvent loin d'être le cas pour tout le monde et que ce n'était pas justement une évidence pour tout le monde. Hein, donc je ne vais pas développer davantage ici parce qu'on aborde très souvent le sujet de la communication sur Radio PO et je vous renvoie plutôt aux différents épisodes. Si vous souhaitez aller plus loin, je pense notamment à notre épisode 32. Créer un site internet et un compte Instagram, ça ne suffit pas pour faire décoller son activité, ou encore même l'épisode 21, bien communiquer, se poser les bonnes questions, tous deux de la saison 2. Sixième conseil, musclez votre discours et ne ratez pas une occasion de parler de votre activité. Alors là encore, on vous en parle souvent ici, et dès qu'on en a l'occasion avec Barbara, il est super, super important de travailler votre discours, de le muscler, entre guillemets, comme je le dis souvent, pour que chaque fois que vous parlez du métier, qu'il s'agisse du métier de professionnel de l'organisation ou du home organizing, vous en parliez avec enthousiasme, avec conviction, avec passion, mais aussi avec précision, en faisant référence aux enjeux sociétaux, économiques, environnementaux surtout, en citant ici et là quelques chiffres bien sentis, une référence à une étude ou à une autre, etc., etc. Bref, sachez de quoi vous parlez, et ça se travaille, il n'y a pas de secret, hein, et vous verrez le regard de vos interlocuteurs changer. Vous passerez du classique et du moins en moins fréquent, je le précise, et ça c'est quand même aussi une bonne nouvelle, vous savez, hein, non mais attends, il y a des gens qui payent pour que tu viennes ranger chez eux, et là vous passerez à non mais c'est formidable, mais quelle bonne idée, c'est tellement évident, voilà un métier qui a du sens et qui a de l'avenir, et ça te va tellement bien, tu as de la chance de te lancer dans cette voie, je t'envie. Vous voyez un peu là quand même la différence, et ça c'est important parce que ça a un impact aussi sur vous et sur votre niveau de confiance, sur votre estime de vous-même, etc., etc. Si vous bossez bien le fond, si vous bossez bien le discours, les enjeux, les chiffres, vous verrez que vous allez progressivement gagner en assurance. Et plus vous gagnerez en assurance, plus vous embarquerez les gens avec vous et vous leur donnerez envie de vous suivre et de croire en vous. Plus ils croiront en vous et en votre projet, plus vous gagnerez en assurance, etc., etc. C'est un vrai cercle vertueux qui va vous faire pousser des ailes et qui fera que rien ni personne ne pourra plus vous arrêter. Et bien sûr, ne ratez pas une occasion de parler de votre entreprise, de votre activité, de ses bienfaits, de l'actualité de votre métier, et faites-le toujours, toujours avec passion et authenticité. Septième conseil, entourez-vous des bonnes personnes et n'ayez pas peur d'investir. D'investir notamment quand c'est nécessaire, quand vous l'estimez nécessaire. Pour réussir, il faut bien sûr compter sur soi, c'est la base, et vous serez toujours sur le chemin votre meilleur allié. Mais on a aussi besoin des autres. Est-ce qu'on peut d'ailleurs réellement et durablement réussir seul ? Sincèrement, je n'en suis pas sûre. Vous connaissez l'adage, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et c'est tellement, tellement vrai. Alors ne restez pas dans votre coin
et entourez-vous de personnes qui sauront vous accompagner tout au long du chemin, et ça peut être d'ailleurs des personnes différentes au fur et à mesure de votre évolution. Il peut s'agir de proches, famille, amis dont le soutien est essentiel et peut d'ailleurs prendre de multiples formes, mais ça peut être aussi des professionnels qui seront des alliés précieux justement sur le chemin de votre réussite. 8e conseil, analysez constamment votre pratique sur le terrain. Prenez l'habitude, le lendemain de chacune de vos interventions terrain, d'analyser votre pratique à chaud. Nous invitons, nous, pour notre part, systématiquement nos stagiaires à adopter cette habitude dès le démarrage de leur activité. 15 à 10 minutes peuvent suffire, ça ne sert à rien de partir sur une usine à gaz. Il s'agit simplement de revenir à chaud sur votre intervention et de mettre de la conscience sur ce qui s'est particulièrement bien passé lors de cette intervention et que vous pourriez, par exemple, reproduire ou même systématiser lors de vos prochaines interventions ou, au contraire, sur ce que vous pourriez clairement améliorer pour les prochaines fois. Vous pourriez, par exemple, vous dire que ce que vous avez testé un petit peu par hasard pour la première fois avec ce client lors de cette intervention a particulièrement bien fonctionné, que ça a eu un super impact sur votre client et vous allez alors décider de l'intégrer dans votre processus d'intervention ou alors, au contraire, vous dire que vous auriez peut-être dû prévoir une pause plus tôt parce que votre client était fatigué, que vous n'avez pas su le voir suffisamment tôt. Peut-être que vous allez choisir de vous mettre des alertes justement pour penser aux pauses plus régulièrement ou encore que vous auriez dû davantage cadrer votre client en amont de l'intervention, etc., etc. C'est important de faire cette analyse de pratique à chaud. Donc, idéalement, on peut le faire le soir de l'intervention, mais clairement, en général, le soir d'une intervention terrain, on est crevé, on est fatigué. Bon, parfois, on peut être un peu excité en fait par justement l'adrénaline de cette journée. Donc, on peut justement peut-être avoir envie de prendre des notes à chaud. Mais en tous les cas, l'idéal, c'est le lendemain, puisqu'on est encore à chaud, voire grand maximum à J+2, donc le surlendemain de l'intervention. Pourquoi ? Parce que tout est encore frais. Vous vous souvenez encore parfaitement des petits détails, mais si vous laissez passer plus de jours, si vous laissez passer les jours et que vous réalisez par exemple cette analyse de pratique une semaine plus tard, voire 10 jours, clairement ça vous sera moins profitable parce que vous perdez les détails, vous perdez toutes les subtilités de votre intervention parce que votre mémoire, elle sera plus aussi précise. Donc ça, c'est important. Et vous verrez que si vous prenez ces 10-15 minutes à la fin de chacune de vos interventions terrain, vous allez progresser très très vite. D'abord, vous vous inscrirez concrètement et assez facilement, finalement, dans une démarche d'amélioration continue, mais vous allez surtout améliorer votre pratique et gagner rapidement en expérience. Bref, vous deviendrez rapidement une meilleure home organizer sur le terrain. Et si vous devenez meilleur, votre taux de recommandation de bouche à oreille sera meilleur lui aussi. Vous gagnerez vous-même encore plus en confiance et vous deviendrez encore meilleur car vous aurez envie de travailler encore mieux, etc., etc. Vous noterez nouveau cercle vertueux. 9e conseil et pas des moindres, pour vraiment réussir en tant qu'home organizer, soyez persévérant ou persévérante. Il faut du temps. Le facteur temps, il est important. Il faut du temps pour développer son entreprise et s'installer dans le paysage des home organizers qui vivent de leur activité, le club de celles et ceux qui vivent de leur activité et qui ont réussi à pérenniser leur activité. Mais attention, dans ce club, justement, il faut vous dire que personne n'y est parvenu du jour au lendemain, ni même en 2 mois ou en 6 mois. Et ça me fait penser à une question qu'une personne, mais il y a vraiment, je crois que c'était hier ou avant-hier, une personne qui ne pouvait pas justement assister à nos webinaires d'aujourd'hui m'a posé par mail. Et sa question, c'était: à partir de quand peut-on espérer vivre de son activité ? Alors, en fait, clairement, il est impossible, en tous les cas pour moi, il est impossible de répondre à cette question. Déjà parce que, comme je l'évoquais au tout début de l'épisode, cela dépend déjà de ce que tu entends par vivre de ton activité. Pour certains, vivre de son activité, c'est parvenir à se dégager 1 000 € de revenus par mois.
Pour d'autres, ce sera minimum 3000. Et puis surtout, parce que ça dépend de tout un tas de facteurs qui ne permettent pas vraiment de tirer des conclusions fiables du type non, mais là, je peux t'assurer, 8 mois sont nécessaires pour parvenir à te dégager des revenus honorables. Ben non, moi, je suis en incapacité de vous dire s'il vous faudra 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, etc. Ça, c'est parce que ça dépend effectivement de votre marché, de votre environnement, du contexte justement concurrentiel aussi, de là où vous habitez, etc. D'où l'importance de réaliser à minima une étude de marché aussi sur votre zone géographique d'intervention, mais aussi parce que ça va dépendre de vos offres, ça va dépendre de la façon dont vous allez tarifer justement vos prestations, de votre positionnement marketing, etc., etc. Et puis de la façon dont vous allez, tout ce que vous allez mettre en œuvre finalement pour développer votre activité, de l'énergie que vous allez y consacrer, des investissements que vous allez faire, etc., etc. Celles et ceux qui réussissent, dans tous les cas dans ce métier, et ça c'est important quand même de le garder à l'esprit, sont assurément les plus persévérants et les plus déterminés à vivre de leur métier. Ils croient en eux, ils croient à 200% en leur projet, ils n'ont pas peur d'investir quand c'est nécessaire, précisément parce qu'ils considèrent cela comme un investissement pour l'avenir, ils ne baissent jamais les bras, alors oui, ils trébuchent, ils se trompent parfois, ils sont déçus parfois aussi, d'eux-mêmes ou des gens, d'une prestation, de quelque chose qu'ils attendaient qui ne s'est pas réalisé, etc. Mais ils se relèvent et ils y retournent. Ils se creusent la tête, ils testent des choses, ils réajustent, ils apprennent. Et ça fonctionne. Ça finit par payer, ils commencent à récolter petit à petit les fruits de leurs efforts et comme ils croient en eux et en leur projet, ils réinvestissent, ils ont confiance, ils y vont et ils assument. Et ce n'est pas parce que vous avez cette niaque-là qui vous habite que vous ne pouvez pas réfléchir, que vous ne pouvez pas prendre le temps, mesurer vos risques, tempérer parfois, temporiser, voire même prendre du temps pour consolider ce que vous avez mis en place, bien au contraire. Mais cette niaque-là, il faut que vous l'ayez là encore dans les tripes au fond de vous. Vous avez, en vous lançant dans ce métier et dans l'entrepreneuriat également, vous avez entrepris un marathon et comme pour tout marathon, il faut tenir le rythme dans la durée. Alors, faites le plein de ressources et persévérez jusqu'à ce que vous exerciez dans les conditions que vous aviez imaginées au départ. Pourquoi ? Mais parce que vous le valez bien, évidemment. Et donc, j'arrive au 10e et dernier conseil, mais j'aurais finalement tout à fait pu commencer par celui-ci. Croyez en vous et en votre réussite. Et cette réussite-là, cette croyance-là, elle se cultive. C'est la base. Vous devez absolument avoir la foi. Foi en vous, foi en votre métier, en ses bienfaits, en votre capacité à réussir, foi en votre entreprise, foi dans le choix courageux que vous avez fait. Et si la foi vous manque, cultivez-la. Et si la foi vous fait défaut un jour parce que vous avez un coup de moins bien, parce que vous avez un petit doute, etc., vous la cultivez à nouveau et elle revient, jour après jour, après jour, après jour. Ça fait 12 ans que j'exerce ce métier et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette foi en moi depuis le tout début. Je n'ai finalement jamais vraiment douté de ma capacité à réussir dans ce métier et je me suis lancée dès le départ avec l'idée bien ancrée en moi de l'exercer à temps plein, même si j'ai mis du temps. Moi, ça m'a pris 3 ans pour l'exercer à temps plein et donc avec cette idée aussi d'en vivre pleinement. Et je vous dis ça, ça fait 12 ans, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y avait quasiment rien. Donc, j'ai dû moi-même autocultiver ma propre foi parce qu'effectivement, je ne pouvais pas m'appuyer ni sur une formation, ni sur les émissions ou les livres qui existent aujourd'hui, ni sur tout le travail qui a été fait avec l'ADEME, etc., etc. Donc, je peux vous dire que c'était vraiment de la foi, parce que je partais vraiment quasiment d'une page blanche. Mais j'ai aussi cultivé cette foi tout au long du chemin et aujourd'hui encore parce que je considère aussi que rien n'est jamais acquis et je l'ai fait
patiemment, résolument, avec conscience et avec détermination. Et c'est ce qui m'a permis de construire pas à pas une activité sur mesure, faite pour moi finalement, hein, que j'ai modelée au fil des années comme un artisan, justement, travaille son art. Et 12 ans plus tard, je suis, et ça vraiment je vous le dis avec beaucoup de sincérité, je suis animée de la même fougue, de la même envie, j'ai le feu dans les tripes, ma créativité est toujours aussi débordante et je n'ai de cesse vraiment de vouloir m'améliorer au quotidien, d'améliorer nos process. Et ça tombe bien parce que Barbara est exactement comme moi, donc forcément on s'auto en plus stimule et alimente, donc ça c'est top. Et de contribuer inlassablement à développer ce métier au-delà de ma seule entreprise. Et ben moi je dirais en conclusion que c'est peut-être cela justement ma vision à moi de la réussite. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout simplement, hein, parce que je suis bavarde, je voulais faire un petit épisode bien court, et au final, on se retrouve avec un épisode de 25 minutes. Alors n'hésitez pas à couper plus tôt, à le réécouter plus tard, etc. En tous les cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous souhaite plein de bonnes choses, déjà dans votre activité de home organizer, parce que voilà, c'est un métier qui est formidable, au-delà même du métier du home organizing, tout simplement, du métier de professionnel de l'organisation. Je vous souhaite justement de vous épanouir autant que j'ai pu le faire toutes ces années, et puis voilà, c'est pas fini évidemment, hein. Et puis je vais vous souhaiter tout simplement un magnifique week-end de Pâques, un long week-end de Pâques, et je vous retrouve aussi très bientôt pour un nouvel épisode sur Radio PO. À très bientôt.